Merci à tous, à toutes et à tous d'être ici. Donc, le voyage du temps, pourquoi faire? On va en parler ensemble. Alors, on va pas trop parler des livres des auteurs et autrices présentes parce que pour la plupart d'entre eux, la notion même de parler de voyage dans le temps dans leur livre spoil, enfin, divulgage, excusez-moi, un peu leur livre. Donc, on va plutôt parler de manière générale. Et la première question que je vais vous poser, le voyage dans le temps entraîne-t-il plus de liberté pour l'auteur ou plus de contraintes? Voilà, donc Pierre, est-ce que tu peux commencer à répondre? Merci Lucado, Pierre. je m'attendais à ça. Mais ça, c'est les deux, mon capitaine, c'est-à-dire ça donne de la liberté, ça impose des contraintes. Surtout Noël dans le temps, c'est très délicat parce que faut s'en sortir de façon élégante, parce que ça crée des paradoxes très rapidement. Et donc, il faut faire attention à tout ça. Et moi, j'adore ça, en fait. J'adore l'effet d'étrangeté que ça provoque. Surtout d'aller voir le passé, parce que c'est toujours du fantasme sur le passé, donc d'aller voir le passé de près, c'est intéressant. Mais le futur, c'est pas mal non plus. Euh, mais c'est vraiment veiller, parce que par exemple, de Retour vers le futur, où on a un vrai voyage dans le temps, où Marty descend pour faire se rencontrer ses parents, pour qu'ils puissent exister, mais il existe déjà, puisqu'il descend dans le temps. Donc, euh, pour moi, c'est un paradoxe qu'il faut résoudre, quoi. Et, j'avais vu aussi dans le Rome éternel de Silverberg, où à chaque fois qu'ils descendent visiter Rome ou l'Antiquité, ils créent des groupes témoins, enfin des nouveaux groupes, des nouveaux univers parallèles en permanence. Donc voilà, il y a forcément des conséquences au voyage dans le temps. Euh, je me souviens plus qui a écrit cette nouvelle où il y a un œuf de dinosaure que quelqu'un change de place pour je ne sais plus quelle raison. Et du coup, il n'arrive jamais à retrouver son univers, quoi. Il le change de place plusieurs fois, il revient à l'endroit où il dit l'œuf de dinosaure, il le change, et ça change complètement l'univers. Et d'un autre côté, est-ce que cet univers peut être changé parce qu'il existait déjà? Est-ce qu'il n'est pas figé? Enfin, voilà, ça pose un tas de problèmes. C'est une inversion de la flèche du temps qui est simplement énorme comme procédé. Donc ça crée des contraintes énormes, mais ça crée un plaisir énorme aussi. Oui, donc je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Effectivement, c'est à la fois un degré de liberté qu'on s'accorde qui est énorme, mais on trompe très vite sur ses contraintes et ses paradoxes. Alors peut-être on peut en profiter pour, à travers deux, trois exemples, montrer comment dans la fiction, que ce soit en cinéma, en littérature, les différentes façons qu'on a eu d'aborder le voyage dans le temps. Donc, tu parlais de Retour vers le futur, où là, on va dans le passé, on va dans le futur, mais il faut être très précautionneux parce que si on change quelque chose de significatif, on crée une rupture temporelle, etc. On va disparaître, effacer. Donc, on est dans une vision d'un temps qui est linéaire ici, quand même. C'est-à-dire, il y a eu un passé, comme une ligne de chemin de fer, hein, un train qui a suivi une ligne de chemin de fer. Il y a eu un passé, il y a un présent, il y a un futur. Il est unique. Ensuite, on pourrait citer par exemple L'armée des 12 singes, qui est inspirée de La Jetée, qui a été mis à l'écran par Chris Marker, qui vient d'un roman, vous avez peut-être en tête, où là, on est aussi dans un temps linéaire, unique, avec une destinée, enfin un fatalisme absolu, puisqu'en fait le héros va dans le passé, non pas pour modifier le passé, mais pour accomplir quelque chose qui avait déjà eu lieu. Et il le comprend à la fin, cet homme qu'il a vu mourir jeune, c'est lui, il n'est venu qu'accomplir quelque chose qui a eu lieu de toute façon, de toute éternité. Donc là, il y a un fatalisme absolu en fait du temps linéaire. Et puis maintenant, on trouve aussi beaucoup d'œuvres qui se libèrent de ces paradoxes et de ces impossibles en tablant sur, on va dire, une conception, pour ceux qui connaissent un peu la physique quantique, une conception à la Hugh Everett de la réalité, c'est-à-dire une réalité qui est multiréelle, multidimensionnelle, où un chat de Schrödinger est à la fois vivant et mort dans deux réalités différentes, donc où à l'instant même où je vous parle, quelqu'un vient de se lever, un de vos plusieurs vient de se lever pour aller aux toilettes et va reprendre sa place, et où toutes les réalités coexistent et forment donc, on va dire, comme un maillage, comme un grillage de réalités.
Et donc, dans cet univers-là, du coup, on peut se promener sans trop se heurter au paradoxe, puisqu'effectivement, si on descend dans le passé, qu'on y bidouille quelque chose, le futur dans lequel on va revenir n'est pas le futur, il est un autre futur. Les deux vont coexister. Alors du coup, on est dans un espace beaucoup plus vaste au niveau dimension de réalité. Je pense en particulier au prix Hugo de l'année dernière, qui est un assez joli livre, Les oiseaux du temps, pour ceux qui l'ont lu, où là, on sent bien que les entités qui s'affrontent, l'oiseau bleu, enfin bleu et rouge, s'affrontent, sont des entités qui sont très à l'aise et qui naviguent comme des poissons dans l'eau, dans un multivers en fait. Et ils se battent sur plusieurs brins de réalité à la fois pour des enjeux qui ne sont pas très très clairs, mais enfin on comprend qu'ils n'ont pas de problème à naviguer dans un espace plurirréel. Voilà peut-être pour le petit topo. Alors du coup, j'ai plus grand chose à ajouter, juste que effectivement, donc c'est quoi, c'était liberté de l'auteur ou contrainte. En fait, c'est vraiment au choix de l'auteur. Finalement, on peut avoir vraiment un côté très, oui, si on part du principe qu'il y a un multivers et qu'on peut voyager dans le temps dans tous les sens, sans que ça ait de conséquences sur sa propre existence, par exemple, enfin la propre existence du voyageur. Là, du coup, on peut aussi passer à quelque chose de complètement ludique, de voyage dans le temps, d'exploration de différentes époques, d'espèces de fantasmes aussi, on va tuer Hitler, tout est possible en fait, quoi. Donc effectivement, la liberté, elle est grande. Après, ce qui est quand même assez amusant quand on est écrivain, c'est aussi de s'imposer des contraintes. Et effectivement, cette histoire de temps qui serait unique et linéaire et qui se défendrait si on essayait de le changer, moi, c'est une idée qui me semble intéressante littérairement. Enfin, Stephen King, dans le 22 novembre 63, c'est un peu ça. En fait, le temps se défend quand le protagoniste essaye de le changer. Il y a ces déchirures, en fait. Enfin, tout complote contre lui quand il essaye de changer l'histoire. En soi, ça devient justement un élément de l'intrigue et c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Donc, pour le coup, voilà, c'est quelque chose qu'on peut interpréter dans le sens de son intrigue, dans le sens de sa fantaisie. C'est à l'envie, quoi. Alors moi je ne suis pas du tout auteur de SF ni d'imaginaire, donc je suis observateur des fans de ça. Mais du coup, ce que je voudrais ajouter par rapport à tout ce que vous avez dit qui était hyper intéressant, mais je ferai très court parce que je ne suis pas auteur, donc c'est pas à moi de dire si c'est une contrainte pour moi, c'est qu'il y a une esthétique pour moi du voyage dans le temps. C'est-à-dire que le voyage dans le temps pour moi est un critère aussi esthétique de plaisir, ce qui a un peu déjà été évoqué. Notamment, ce que disait un peu Pierre, une satisfaction. Pour moi, c'est un peu comme les vidéos satisfaisantes sur YouTube, vous savez, où on voit des trucs qui écrasent des trucs. Mais ça fait appel à une satisfaction presque corporelle, un petit truc qui se déclenche dans le cerveau, on se dit « Ah là, j'ai un plaisir, je ne comprends pas pourquoi », un plaisir à cette fin qui fait sens. Où tout était prévu depuis le début, ce qu'on disait un peu en rigolant au début de la table ronde, il faut qu'on fasse une blague pour que la fin elle fasse sens et que voilà. Et ça, on aime bien. Je pense que les fans ou les passionnés d'imaginaire aiment bien l'idée que dès le premier chapitre du livre ou du film, etc., à la fin, on fasse une référence au fait que tout était prévu depuis le début et que ça avait un sens. C'est ce côté boucle. Et on pourra peut-être débattre du fait que est-ce que la boucle temporelle est un voyage dans le temps aussi. Mais voilà. Et du coup, je pense que là, il y a un plaisir extrêmement simple et à la fois, et après, qui peut explorer plein d'autres dimensions subversives, historiques ou futuristes sur le monde. Mais un plaisir un peu simple, basique de ça fait sens à la fin, il avait tout prévu, il m'a eu, et c'est finalement le plaisir du twist en fait, qui est assez basique et pour lequel le voyage dans le temps se prête extrêmement bien, je trouve, à ça. Voilà. Le voyage dans le temps est un peu aussi la dernière frontière, puisque maintenant on arrive, on se déplace, comme on disait avec tout à l'heure avec un auteur, on se déplace en longueur, en largeur et en hauteur, puisque maintenant on a commencé à conquérir l'espace. On ne se déplace pas encore sur l'échelle du temps. Objectivement, est-ce que si le voyage dans le temps existait, quel serait pour vous le moment que vous aimeriez changer aujourd'hui ? Je veux dire que le voyage dans le temps existe déjà, on est tous en train de le vivre parallèlement les uns aux autres, d'une certaine manière, une seconde à la fois. Moi, ce que je trouve intéressant dans le voyage dans le temps, c'est déjà effectivement le fait d'aller dans le passé, dans le futur, mais ce que je trouve intéressant, c'est quand il y a des distorsions d'un personnage à l'autre, que le temps vécu n'a pas été le même. Je pense à La Guerre éternelle, par exemple, où effectivement, moi, c'est ces histoires-là de voyage dans le temps qui m'intéressent, c'est quand il y a effectivement ces différences de temporalité vécues par différents personnages. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment matière à des réelles tragédies, en fait. Exemple type, perdre de vue un ami d'enfance, et quand on se retrouve, toi, tu as 70 ans, lui, il a 2 ans de plus, des choses comme ça, ou l'inverse, ou
Je trouve que c'est cet aspect-là en fait du voyage dans le temps qui me touche le plus personnellement. Après c'est très personnel, mais est-ce que on aurait la prétention de changer le temps de façon à ce que ce soit meilleur? Est-ce qu'on a tous les éléments pour changer le temps? Est-ce que le fait de changer un élément du temps améliorer les choses vraiment? On n'en sait pas grand-chose. Déjà, le présent, c'est un concept très bizarre, parce que le présent n'existe jamais, puisqu'on court après sans jamais l'attraper. C'est-à-dire que là, je suis en train de parler, et mes paroles sont déjà du passé. Et ça, c'est déjà vertigineux. Et puis, c'est vrai que dans le livre que j'ai fait qui s'appelle Incarnation, il y a un ordre qui s'appelle les karmachari qui sont là pour faire en sorte que le temps ne soit pas modifié de ce qu'il doit être. C'est comme si effectivement il n'y avait qu'une réalité du temps et que si on déviait de cette réalité du temps, ce serait pire. Et par exemple à Hitler, dans l'incarnation, il y a une jeune femme qui est envoyée, la première mission, le premier chapitre, c'est Hitler 1910 à Vienne. Elle est chargée de protéger un jeune homme qui aide les riches familles à transporter les bagages à la Bahnhof, à la gare de Vienne, qui balaye les rues pleines de neige, qui essaie de survivre dans Vienne. Il a été refusé à l'académie de peinture. Et elle, on lui a donné l'ordre de protéger le jeune Hitler pour qu'il ne meure pas. Parce qu'il va être attaqué, parce que les ennemis de l'humanité, qui sont des gens qui viennent de l'abîme, eux, ils veulent tuer Hitler, parce qu'ils savent que s'ils tuent Hitler, ce sera pire. Mais elle se pose la question, parce qu'elle fait une chose qu'elle ne devrait pas faire, c'est vérifier qui est Hitler, qui est le tyran Hitler. Qu'est-ce qui deviendra plus tard si elle le laisse vivre? Et elle va consulter les annales du temps, et elle se rend compte que, parce que pour les karmachari, les guerriers du karma, il n'y a pas de notion de temporalité, il n'y a pas de flèche du temps. Ils peuvent aller dans tous les sens du temps, contrairement aux humains. Et elle se rend compte que Hitler deviendra un monstre qui va tuer des millions et des millions de personnes. Et elle doute. Mais elle va quand même sauver Hitler quand il va être attaqué par deux personnages. Elle va intervenir et le sauver. Et quand elle rentre dans le... je ne sais plus comment ça s'appelle. Je me demande si c'est moi qui écris les bouquins parfois. Quand elle rentre dans l'endroit où vivent les karmachari, il y a son instructeur qui vient la voir et dit tu as douté de nous, maintenant je vais te montrer ce que serait devenu le monde si le jeune Hitler avait été tué. Et on voit une sorte de Christ enfantin avec des gens crucifiés dans les rues partout. Et le monde est pire en fait, nettement pire. Donc il y a une notion de confiance dans le présent, dans la trame du temps, que nous n'avons pas, parce que nous essayons toujours d'améliorer les choses et nous pensons que le temps devrait être changé. Mais qui sommes-nous pour changer le temps? Est-ce qu'on a tous les critères, toute l'analyse pour pouvoir changer le temps? Oui, pour recoller à ta question, de façon très terre-à-terre, j'aurais envie de dire, si je pouvais revenir juste un petit peu avant le début de la révolution industrielle et arriver à convaincre l'humanité qui s'apprête à extraire du charbon et puis plus tard du pétrole et puis qui nous amène là où on en est aujourd'hui, j'aurais envie de leur dire déconnez pas les gars, faites pas ça quoi. Mais je pense que je serais pris pour un fou et que personne ne m'écouterait. Donc de toute façon, à moins d'arriver avec des enregistrements vidéo, des moyens très convaincants, et encore, je ne suis même pas sûr que ça suffirait à nous empêcher de faire cette bêtise. Mais oui, de ce côté-là, peut-être il y aurait un petit regret quand même, oui, quand je vois où est-ce qu'on est arrivé. Peut-être à un moment donné, on a quand même fait un mauvais choix, oui. Mais peut-être, comme dit Pierre, peut-être que d'avoir fait autre chose, ça aurait été pire. Je ne sais pas. Pour rebondir là-dessus, ce qui est marrant, c'est que... C'est peut-être une autre question que je pose à tout le monde, mais que la notion de voyage... Enfin, on peut la faire monter très, très loin en mythe égyptien, déjà, il y a des choses comme ça, mais le récit de voyage dans le temps moderne, évidemment, c'est H.G. Wells, c'est l'éléphant dans la pièce qu'il fallait aborder, mais du coup, c'est très lié à la révolution industrielle et donc à la modernité. Et déjà, c'est à notre notion du temps très contemporaine. On sait très bien qu'au Moyen-Âge, ils n'avaient pas du tout la même notion du temps qu'on a aujourd'hui. Déjà, il faut définir ce que c'est le temps. Bon courage. Mais c'est ça. Donc, du coup, si on veut voyager dans le temps, nous, parce que si on a ce fantasme de voyager dans le temps et si on écrit sur voyage dans le temps, c'est parce qu'on a une vision du temps qui est très moderne, de temps comme progrès, en fait, et de temps comme
Et on sait très bien qu'il y a des tribus d'autres civilisations dans l'histoire, etc., qui n'avaient pas une notion cyclique du temps, par exemple, ou une notion d'éternel recommencement, ou une notion du temps qui est pas basée sur, qui est basée sur les saisons, sur les nous, on a mécanisé le temps. Et donc c'est finalement la continuité de mécaniser le temps, c'est de dire un jour on pourra le contrôler, parce que l'humain veut tout contrôler. C'est un peu ce que tu dis aussi, c'est peut-être qu'il faut qu'on s'arrête un jour. Mais et je me dis que forcément cette idée de voyage dans le temps, elle est aussi liée à l'idée de progrès. Donc peut-être que si H.G. Wells il voyageait, alors ça se passe mal pour lui, mais enfin son héros, mais il voyage très loin dans le futur, c'est parce qu'il se dit encore, moi je crois dans le futur, et nous on y croit peut-être plus trop. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on voyage plus souvent en arrière dans le temps que dans le futur. Et donc, voyager dans le temps, c'est déjà une question. Est-ce qu'on changerait un truc? Non, c'est compliqué. Mais déjà, qu'est-ce qu'on appelle le temps et qu'est-ce qu'on appelle qu'est-ce qu'on attend du temps, en fait? C'est ça la question. Ouais. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est important de rappeler qu'on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas. Vous avez peut-être en tête cette citation de Saint-Augustin qui dit qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si je tente de l'expliquer à celui qui me le demande, je ne sais plus. Et un jour, j'ai eu la curiosité, il y a quelques années, d'ouvrir un dictionnaire grand public, je ne sais plus si c'était Larousse ou Robert, pour regarder mais comment ils s'en sortent avec le temps, quelle définition on trouve du temps dans un dictionnaire grand public. Je vous la donne, elle est pas mal, on dirait du Coluche. Le temps, espace indéfini dans lequel semblent se dérouler les phénomènes. Dixit. Hein. Et alors, si vous avez une meilleure définition que ça à proposer, essayez, vous allez voir. Je ne pense pas que vous n'y arriverez pas. Et Saint-Augustin, je trouve, est génial dans cette citation parce qu'il dit bien qu'on en a une conception, une compréhension intuitive. On baigne dedans, on est là, c'est comme l'air qu'on respire, mais essayer de le définir, c'est impossible. Peut-être que ce que nous, on appelle du temps, c'est de la distance pour une autre forme d'esprit. On ne sait pas ce que c'est que le temps. Ça nous... Pour nous, c'est beaucoup la causalité, finalement, le temps. C'est l'entropie, enfin, toutes ces questions-là, c'est une conséquence d'un acte. Voilà, c'est ça, en fait, le temps. Mais en vrai, s'il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de conséquence, il n'y a pas de temps. Et donc, voilà. Est-ce qu'on entend l'arbre tomber dans la forêt si personne n'est là pour l'entendre? Voilà, Berkeley, voilà, bien sûr. Ouais. En effet, dans la culture populaire, le voyage dans le temps a été quelque chose d'assez partagé depuis H.G. Wells. Quelles sont pour vous les œuvres les plus marquantes du cinéma ou de la littérature qui utilisaient ce procédé, et quelles sont celles qui vous ont plus influencé dans vos livres? Comme vous voulez. Comme j'écris pas de livres, ça va. Voilà. Mais non, mais je vais en citer deux, mais parce qu'on pourrait passer des heures à égrener et faire un catalogue et ce sera un peu long. Je vais essayer de citer des trucs pas évidents parce que Retour vers le futur, évidemment, tout le monde au Terminator, mais je vais prendre. J'ai une BD qui s'appelle Universal War One de Denis Bajram qui est absolument fabuleuse, justement dans la satisfaction de la fin, puisque c'est un temps linéaire, mais toutes les conséquences du voyage dans le temps sont là de tout temps. Et du coup, les gens qui voyagent dans le temps changent les choses. En fait, ces choses avaient déjà changé. Et quand on arrive à la fin de la BD, c'est un mindfuck, pour utiliser un terme anglais, qui est vraiment extrêmement bien. Et la deuxième partie est en train d'être publiée petit à petit. Et vraiment, c'est un grand conseil. Et le deuxième, ce serait un peu plus nostalgique. C'est une série télé qui s'appelle Code Quantum. Je savais que j'allais vous faire réagir comme ça. Je vous connais par cœur. Mais qui est une série des années 89-95, qui est une série où le héros, en gros, est projeté dans le temps et doit réparer des erreurs du passé. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne répare pas alors, à la fin de la série, parce qu'il y a une pression de la chaîne, il doit rencontrer Marilyn Monroe ou JFK. Mais au début, c'est juste des gens normaux, un peu de l'Amérique profonde, et il doit les sauver d'un meurtre ou les sauver d'un problème. Ça parle beaucoup des enjeux sociaux aussi de l'époque, donc sexisme, racisme, etc. Et voilà, c'est une très bonne série qui je trouve a très bien vieilli, voilà, et qui il va y avoir un retour d'ailleurs, c'était annoncé cette année, de la série avec les acteurs d'origine, enfin l'acteur d'origine parce que un d'eux qui est mort. Et voilà, donc c'est vraiment purement nostalgique, mais que j'ai beaucoup aimé et qui abordait. En fait, c'est une série qui parle de l'Amérique et de son histoire et de toutes les problématiques qu'elle rencontrait, guerre du Vietnam, droits des Noirs américains, droits des femmes, etc. Donc voilà, je la conseille pour ceux qui ne connaissent pas. Claire ? Alors c'est toujours difficile ce genre de questions parce que moi j'ai l'esprit d'escalier, donc dans 2 heures je vais revenir j'ai pas parlé de ça et tout. Donc j'ai dit la guerre éternelle tout à l'heure, effectivement, puis effectivement comme tu dis, ce qui est intéressant dans ces histoires de voyage dans le temps, c'est le côté twist, c'est le côté mindfuck où t'es waouh, enfin qui est en général ce qu'on aime dans la science-fiction aussi. Moi ce que j'aime bien aussi c'est quand cette histoire de voyage dans le temps est utilisée en tant que procédé narratif, ça j'aime beaucoup.
Je dirais que je vois ça dans, on va dire, la première saison de Westworld, pour ceux qui ont vu, et là j'y repense, dans le premier volume de La Terre fracturée de N.K. Jemisin, où on a affaire à plusieurs... Bon, bref, je pense que ceux qui l'ont lu voient à peu près de quoi je parle, mais effectivement, quand on a reconstitué les morceaux et qu'on s'est rendu compte qu'en fait l'auteur, ou le scénariste, dans le cas de Westworld, en fait, nous a fait voyager, nous, dans le temps, sans qu'on s'en rende compte, et qu'il y a un moment où on prend conscience qu'effectivement, le pouvoir de la narration, ça a été de nous faire voyager sur des timelines qu'on n'avait même pas discernées. Donc, en gros, qu'on a été mené en bateau. C'est vraiment super agréable. Moi, j'adore quand un auteur, un créateur fait ça. Et j'avoue, après, voilà, c'est peut-être une conception un peu tirée par les cheveux du voyage dans le temps, mais je trouve que c'est les voyages dans le temps qui me semblent les plus vertigineux. Ceux qui utilisent vraiment l'essence même de la fiction, en fait. Oui, donc on a parlé tout à l'heure de l'armée des 12 singes, la jetée, ce retour dans le passé qui n'est qu'un accomplissement. J'ai en tête une image que j'ai bien aimée dans un des derniers épisodes de Star Wars, là, je ne sais plus lequel, où on voit l'héroïne Rey qui est descendue dans la caverne du côté obscur, et on voit une enfilade d'elle-même, en fait, et un geste qui s'accomplit en venant du passé, en allant vers le futur, un claquement de doigts comme ça, en fait. J'ai trouvé que c'était une image assez jolie, en fait, et qui nous amène à nous interroger sur, finalement, nous, on considère que le passé est mort, que c'était un temps qui a eu lieu, mais qui aujourd'hui est du néant, n'existe plus, si ce n'est dans nos souvenirs. Le futur n'est pas encore advenu. Et en fait, on peut se demander si, finalement, le temps, c'est une seule vague, une seule onde à la surface d'un océan plat comme un miroir, avec rien derrière, rien devant, ou si à l'inverse, le temps c'est une houle où en permanence tous les temps sont toujours actuels. Donc finalement on peut se demander ce que nous on considère comme du passé mort, entre guillemets, est-ce que c'est encore du présent vivant dans une autre dimension, pour un autre lieu de l'espace-temps, en quelque sorte. C'est-à-dire, est-ce que les hommes préhistoriques qui peignaient sur les murs de leur caverne sont encore en train de le faire d'une certaine façon dans un ailleurs qui ne nous est pas accessible? Ça, c'est une bonne question, on ne sait pas, en fait. Pierre ? En fait, on pensait à plus jamais écrire des histoires de voyage dans le temps. C'est vraiment prise de tête, quand même. C'est vrai, dès qu'on aborde le temps, c'est la prise de tête totale, c'est vrai. Alors moi, j'ai un modèle, enfin un livre qui m'a beaucoup plu sur le sujet, c'est Jésus vidéo de Jbar. Je trouvais qu'il s'en est sorti de façon formidable. Et j'étais content aussi de parler du Mind Tweets, là, d'une espèce de plaisir qu'on a à voir comment il s'est sorti de l'affaire. J'ai trouvé ça très brillant. Et j'ai un deuxième exemple, une série coréenne qui s'appelle Live Up to Your Name, où il y a des allers-retours entre le passé et le présent. C'est-à-dire que c'est un médecin de la période joseon qui est projeté dans le futur à chaque fois qu'il meurt. C'est désagréable pour lui, mais il est percé de flèches et il se réveille dans le Séoul moderne avec ses aiguilles d'acupuncteur. C'est un médecin traditionnel et il a des grosses aiguilles énormes. Et il voit un mec dans la rue en train de souffrir, de mourir. Et il va le soigner avec ses aiguilles. Sauf que là, il y a des piétons qui vont crier au meurtre. Et donc, il va se faire arrêter parce qu'il est en train d'essayer de tuer quelqu'un avec ses grosses aiguilles, quoi. Et voilà, et puis, il rencontre une chirurgienne du temps moderne. Et quand il meurt la fois suivante, en touchant cette chirurgienne du temps moderne, elle est transférée avec lui dans la période médiévale de la Corée. Et elle se trouve heurtée, elle, la médecin moderne, la médecine traditionnelle de l'époque. C'est très intéressant, c'est des allers-retours permanents entre le passé et le présent qui montrent les réactions de l'une ou de l'autre par rapport à un monde différent. Et ce qu'ils peuvent s'apporter en même temps, et tout ça, c'est assez passionnant. J'ai trouvé cette série superbe, superbement intéressante. Justement, dans la guerre éternelle dont tu parlais tout à l'heure, ce qui était intéressant, c'était aussi que différentes personnes de différentes époques, en fait, se rencontrent sur le vaisseau. Donc, pour la petite histoire, la guerre éternelle est l'histoire d'un des rares bouquins de SF qui respecte Einstein. C'est-à-dire, si vous allez d'un point A à un point B, vous n'allez pas, vous
allaient vieillir de manière beaucoup moins vite que ceux qui restent sur Terre. Donc du coup, voilà, le paradoxe des jumeaux. Voilà. Et donc du coup, ils vont rencontrer plusieurs personnes. Est-ce que le voyage dans le temps, finalement, ce ne serait pas aussi intéressant, ça, c'est de se faire rencontrer différentes personnes de différentes époques? Moi, là-dessus, est-ce que c'est du voyage dans le temps? Je ne sais pas, mais je triche un peu. Mais moi, c'est Le Monde du fleuve de Farmer, où là, c'est incroyable. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais très vite parce que c'est très compliqué à raconter. Mais en gros, toute l'humanité est morte, mais un jour plus tard, dans le futur, avec la guerre nucléaire, etc. Et on se retrouve tous au bord d'un fleuve, d'une planète, mais tous mélangés. C'est-à-dire que Jésus croise Bouddha, qui croise Cyrano de Bergerac, qui croise le héros. Il y a plusieurs héros. C'est un peu Richard Burton, l'aventurier, pas l'acteur, l'aventurier, voilà. Et cette confrontation, elle est passionnante parce que du coup, en fait, on voit aussi que chaque personne, chaque époque a quelque chose à apporter au plus moderne et il y a même des extraterrestres dans l'histoire. Mais chacun, et ça, c'est vrai que c'est. Alors après, le problème, c'est le problème éternel de la SF, je pense, vous auteurs. C'est comment penser l'altérité du lointain historique aussi, autant l'altérité du lointain de l'espace. Comment penser l'extraterrestre quand on est humain, c'est compliqué. Notre vie, et comment penser le lointain aussi, qui a encore une fois pas la même notion du temps, pas la même notion de la même parole, le même rapport à l'espace, à la société, évidemment au rapport de sexe, etc. Et donc Farmer, il s'en sort un petit peu en mettant beaucoup de cul, parce que comme toujours Farmer, il fait ça. Oui, voilà, tout le monde couche avec tout le monde au final. Les extraterrestres mettent de la drogue dans les rations des gens, donc ça finit, voilà. Et donc les hommes préhistoriques couchent avec les femmes modernes et tout se passe bien. Mais c'est vrai que du coup, c'est très compliqué de s'en sortir de ça. Et c'est vrai que c'est une vraie question, en tant qu'auteur, j'imagine, de l'altérité du temps aussi, elle est intéressante. Mais surtout qu'on utilise une langue qui est dans une époque et qui a une signification, qui a une histoire. Et donc on est forcément imprégné de valeurs de cette langue. C'est quasiment impossible avec la langue qu'on utilise de décrire des vies totalement différentes des nôtres. Enfin, moi, ça me paraît très difficile en tout cas. Oui, alors sans trop rentrer dans les détails, parce que sinon ça spoil un peu, mais effectivement, c'est une question que j'ai abordée dans mon premier roman, Long Voyage. Moi, ça me passionnait de savoir justement comment on peut communiquer avec, je dirais pas nos ancêtres, parce que ça crée un lien qui n'existe pas forcément, mais avec la civilisation qui était là avant nous, en fait. Quel lien on peut avoir avec eux, même quel langage on peut partager encore avec eux, et est-ce qu'on se comprendrait, en fait. Comme on a tendance, enfin, en tout cas, certains types de personnes ont tendance à penser qu'on a toujours des glorieux ancêtres, qu'on doit faire perdurer une idée bien particulière de nation ou d'État ou de quoi que ce soit ou de civilisation. Je pense qu'ils seraient les premiers surpris en rencontrant, je sais pas, leurs glorieux ancêtres en question. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir des rencontres entre certaines personnes. On sait tout ce qui est quelques Gaulois, tu vois, ce serait assez rigolo de voir un peu, tiens, tes grands amis, va parler avec eux et vois si vous êtes si frères que ça. Mais c'est une question qui m'a toujours intéressée, rencontrer les autres. Enfin, je pense que c'est des gens qui nous seraient aussi étrangers, encore plus étrangers que quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde, mais à notre époque, quoi. Et à faire C'était quoi la question déjà? La rencontre entre plusieurs personnes de différentes époques, justement. Ouais. Eh bien, ce qui pourrait être aussi intéressant d'envisager dans ce que tu proposes, c'est qu'est-ce que ça donnerait si on se rencontrait nous-mêmes, mais à un autre moment de notre vie. En fait, dans quelle mesure on se reconnaîtrait, ou dans quelle mesure on serait amis ou pas tellement copains avec nous-mêmes, dans quelle mesure on aurait différé, divergé, et est-ce qu'on aurait nécessairement de l'affinité avec nous-mêmes, mais dans un autre temps, en fait. C'est pas une question évidente, c'est pas sûr. Je suis pas certain que je m'entendrais avec moi-même. Déjà, j'ai du mal au présent. Sachant en plus qu'il y a des histoires où, enfin, on les connaît tous, il fallait en parler aussi, des histoires où le personnage principal finit par coucher avec lui-même, ayant changé de sexe dans le futur. Enfin, c'est Vous les zombies de Heinlein, et qui est devenu le film ensuite, Prédestination, et donc finit par s'enfanter lui-même. Je vous laisse réfléchir sur. Et du coup là, il s'est aimé finalement dans un autre temps, voilà, en ayant changé de sexe. Donc là, ça va très loin. Justement, et qu'est-ce que nous aurions-nous à dire si nous pouvions nous parler avec le futur, avec les générations futures?
si on pouvait voyager, parce qu'on parle toujours de voyager dans le passé, comme tu disais. Mais qu'est-ce que nous aurions à dire si nous pouvions nous-mêmes, est-ce qu'on leur demandera des conseils ou est-ce qu'on aurait juste à dire pardon? Je commencerai par leur demander les résultats du loto de la semaine prochaine. Quand même, il faut prévoir ses arrières quand même. Il faut bien être un peu intéressé dans la vie des fois aussi, il faut que ça serve à quelque chose. Oui, puis des inventions comme ça, il faut les financer aussi. Attends. Se pose par rapport aux déchets nucléaires, parce que comment on va prévenir les gens dans 100 000 ans qu'il y a des déchets nucléaires là, qu'il ne faudrait pas qu'ils déterrent rien, parce que sinon ils risquent d'en mourir. Quelle est la signalétique qu'on va utiliser? Quel est le langage qu'on va utiliser dans 100 000 ans? C'est impossible à déterminer. C'est impossible. Même si on va faire des dangers type tête de mort, ça va peut-être être un dieu pour eux, ou ça va peut-être être... ils vont l'interpréter de façon totalement différente. Donc c'est voilà, déjà engager l'humanité sur 100 000 ans, c'est quand même gonflé, mais là, comment prévenir les humains du futur qu'il y a du danger, mais ça, on ne sait pas faire. Et alors, on a quand même une façon, quelque peu, de voyager dans le temps, c'est la connaissance de l'histoire. Dans un de ses romans, Scott Card invente une machine qui permet, c'est la rédemption de Christophe Colomb, permet d'observer le temps et donc d'observer réellement le temps. C'est-à-dire sans forcément le modifier, en tout cas au début du roman, mais du coup ça influe aussi sur notre vision du présent. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, c'est pas une forme de voyage dans le temps quand les historiens arrivent à trouver des véritables traces historiques de ce qui s'est passé pour mieux comprendre notre présent? C'est pas justement dans un roman de Connie Willis où seuls les historiens peuvent... Ça, c'est sans parler du chien, ouais. Voilà, ouais, sans parler du chien, où effectivement, le voyage dans le temps, il sert vraiment... il faut que ce soit réservé à des gens qui utilisent ça à vue de documentation. Quoi. Christophe Lambert l'avait fait aussi dans La Brèche, où il imaginait que le voyage dans le temps avait été accaparé, parce qu'on s'était aperçu qu'on ne pouvait rien modifier. Donc du coup, c'était accaparé par les séries télé, et par la télé-réalité, exactement. Donc, ce serait une forme de télé-réalité pour le coup. Mais en plus, ce serait... Enfin, on imagine, hein, mais ce serait intéressant de revisiter certains épisodes de l'histoire... et de comparer avec les histoires qui en ont été tirées dans les siècles d'après. Donc la manière dont on parlait de tel événement historique, comme on en parlait au 18e, au 19e, au 20e, au 21e, je pense que ça pourrait être assez amusant et riche d'enseignements. Mais à contrario, on pourrait très bien imaginer que quand on va voir des événements historiques de près, ce ne sont pas du tout passés de la même façon et que notre histoire est complètement fausse. Donc qu'est-ce qu'on en fait après? L'histoire est écrite par les vainqueurs. Oui, non seulement ça, mais il peut y avoir des erreurs énormes. Donc c'est une question que j'ai posée souvent à des collègues historiens, parce que, étant en sciences humaines et un geek, je pose souvent cette question-là. Est-ce que ça t'intéresserait en tant qu'historien médiéviste ou j'en sais rien d'aller voir? Et ils ne veulent pas du tout. Ça ne les fait pas fantasmer du tout. C'est un peu, vous savez, la phrase dans Jurassic Park, quand ils voient les dinosaures en vrai, ils font notre métier, il est mort. Voilà. Et donc il y a un truc comme ça. Et je pense que surtout, ils sont pas du tout sûrs. Alors dans l'épistémologie, dans leur réflexion sur la propre science, moi, ce qui me répond en général, c'est qu'on n'est pas du tout sûr que le fait de pouvoir observer fait qu'on saurait mieux, en fait. Parce que le fait d'avoir une multitude d'archives et de devoir chercher, de devoir recouper, ça nous oblige à avoir une démarche scientifique dans la recherche, alors que l'observation, on la croit objective, alors qu'elle n'est jamais. On va projeter notre interprétation, notre envie de voir les vainqueurs, etc. Même si on a un film exactement filmé de Jésus, bon, là c'est un peu exagéré, c'est Jésus vidéo, mais même d'une grande bataille historique, etc., de Napoléon, j'en sais rien. Et en fait, les historiens disent tous, alors est-ce qu'ils ont tort ou est-ce que c'est un fantasme, ou un refus du fantasme justement, ils disent je pense qu'on en sait mieux, on est plus renseigné en n'ayant pas la caméra, parce que la caméra elle fait un choix, ou le regard, et peut-être les archives, voilà. C'est marrant, mais moi-même j'étais surpris quand ils me disaient ça. Alors peut-être qu'ils défendent leur profession, encore une fois. Ce qui est normal. Peut-être que c'est un peu comme dans la fable de La Fontaine, le renard qui ne peut pas attraper les raisins et dit ces raisins sont trop verts. Exactement. Et bons pour les goujats. Exactement. Donc est-ce que c'est ça? Mais en tout cas, j'étais frappé de me dire que ce n'était pas un fantasme pour eux. Et eux, c'est leur goût de la poussière et les archives, peut-être. Ils ont un fantasme de ça. Je ne sais pas. Mais du coup, aussi une question de gestion du temps. On parlait tout à l'heure aussi de la façon dont le présent influe sur le futur, etc. Sur les marchés financiers, en fait, aujourd'hui, si on avait une connaissance des marchés financiers, et je crois qu'il y a une nouvelle comme ça, je ne me rappelle plus du tout, je crois que c'est dans l'histoire de Voyage dans le temps, justement, la collection des histoires 2 en SF,
où la personne, en fait, elle est financière, elle a un moyen d'aller 24 heures dans le futur, elle y va, elle voit qu'il y a un crack, elle a juste le temps de voir ça, elle rentre, elle entre toutes ses actions, et en fait, c'est elle qui provoque le crack. Du coup, est-ce que justement la connaissance du futur, aujourd'hui les réseaux, la vitesse de programmation des IA, parce que c'est des IA maintenant qui gèrent les trucs, influe ça aussi? C'est-à-dire que cette connaissance-là va très vite. Mais dans le bouquin Replay, on voit que c'est un échec de savoir prévoir l'avenir, parce que le personnage qui meurt à chaque fois, qui revient à l'âge jeune et qui sait ce qui s'est passé, se souvient de ce qui s'est passé, donc il va acheter les bonnes actions, il va jouer le bon cheval dans le derby du Kentucky, il va les bons numéros de loto et tout ça, donc il devient très riche. Et il s'invente des vies. Après, ça a été repris par Un jour sans fin, donc de façon Zemeckis, de façon beaucoup plus ludique. Mais dans Replay, c'est vraiment toute une vie qui est repassée. Et finalement, pour en arriver à la conclusion que rien ne vaut l'innocence, rien ne vaut le fait qu'on ne sache pas ce qui va nous arriver. Et ça m'a beaucoup marqué en lisant ce bouquin. Oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire sur la nécessité de renouer positivement avec l'ignorance, en fait. On est dans une époque qui veut des réponses à tout, et c'est peut-être notre tombeau, et on devrait peut-être davantage aimer l'ignorance comme condition du réenchantement, en fait, parce que c'est nécessairement là où il y a ignorance, où il y a question sans réponse, qu'il y a enchantement. Quand on a la réponse, il n'y a plus d'enchantement. Mais pour ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait de prévoir le futur, est-ce que c'est pas justement le modifier? Effectivement, en mathématiques, c'est un phénomène qui est bien connu. On parle des systèmes chaotiques. Aujourd'hui, on sait quasiment tous les systèmes physiques sont chaotiques. Même ceux qui paraissent très stables, comme le mouvement des planètes autour du Soleil, on sait que c'est un système chaotique sur le long terme. Bon, mais alors il y a des systèmes chaotiques qu'on appelle d'ordre 1, c'est la météo. Le fait de prévoir la météo qu'il fera dans 15 jours, ça va pas changer le temps qu'il fera dans 15 jours. Et puis il y a les systèmes chaotiques d'ordre 2, c'est ce que tu disais, la finance. Si on prévoit l'évolution de la bourse dans 15 jours, et bien sûr, des tas de gens vont jouer dans ce sens-là, et ça va modifier la prédiction. Donc là, on est dans un système encore plus chaotique que le chaos, puisqu'il s'auto-chaotise à la puissance 2, quoi. Il faut regarder le marché des crypto-monnaies, on comprend vite ce que c'est que le chaos. Je rebondis, du coup, on parlait de boucle temporelle. Ça, c'est un grand classique aussi de la SF en général. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'utiliser ce procédé? Et puis, du coup, laquelle vous a marqué aussi dans la littérature ou dans la culture populaire? Moi, je l'ai fait dans une nouvelle, effectivement. En fait, il n'y a rien qui me fasse plus flipper que les boucles temporelles. Enfin, j'aime beaucoup, mais je trouve ça extrêmement flippant. Alors, du coup, là, j'ai pas d'exemple. Si, à la rigueur... Alors, comment s'appelait ce film ? Le film où Tom Cruise n'arrête pas de mourir, c'est extrêmement jouissif. Et voilà, Edge of Tomorrow, où effectivement, on revit la boucle. Il y a un côté très jeu vidéo aussi, Die and Retry. Et bon, là, pour le coup, ça m'a pas fait flipper. J'ai trouvé ça plutôt trippant, en fait. Alors qu'au début, j'étais pas vraiment cliente. On m'a dit, ouais, c'est un film de science-fiction avec Tom Cruise, ça t'intéresse? Oui, enfin. Et mais effectivement, j'ai bien aimé cette exploitation du principe de boucle. Enfin, il n'est pas vraiment, c'est pas un jour sans fin, c'est pas la journée qui recommence, mais c'est effectivement dès qu'il meurt, et la journée recommence du début jusqu'au moment où il arrivera à, entre gros guillemets, passer le niveau, quoi. Donc ça m'avait pas mal plu. Mais effectivement, en fait. C'est peut-être c'est une question de personnalité. Moi, mes cauchemars, c'est des boucles temporelles en général. Quand je fais des mauvais rêves, c'est toujours des espèces de boucles temporelles où je suis sur le point de monter dans le train et ça marchait pas parce qu'il y a un truc. Enfin, vous voyez le genre. Donc du coup, c'est un procédé qui me fascine, que j'ai envie de domestiquer pour en faire des textes, mais en même temps, je trouve ça angoissant. Je crois qu'un des premiers films qui avait eu cette idée et qui l'avait inauguré, c'est un film. Il me semble que c'est un film allemand qui s'appelle Cours Lola, non? Je dis pas de bêtises. Cours Lola, cours, c'est ça. Ouais. Où il y a cette éternelle répétition et à chaque fois elle essaie d'aller un petit peu plus loin pour sauver son conjoint. Je crois que c'est eux qui avaient eu cette idée en premier. Alors sur les œuvres, il y en a tellement. Je pourrais vraiment. Là, je vais encore parler de séries parce que moi je suis très série télé, mais Stargate, X-Files, il y a des épisodes dessus qui sont vraiment Star Trek aussi, qui sont vraiment très très bien. Moi, je pense que la boucle temporelle, c'est un rapport à l'expérience. L'humain. C'est le cliché que je vais dire, mais on arrive à un certain âge, on se dit si j'avais cette expérience maintenant, et on a une espèce de fantasme de cette expérience, je peux l'acquérir, du coup la gagner
par cette boucle et repartir du moment où j'étais à l'âge où j'aurais pu en profiter mieux de cette expérience acquise. Et ce qui est le principe du jeu vidéo, hein, l'XP dans le jeu vidéo finalement. Et d'ailleurs, il y a des jeux vidéo basés sur les boucles temporelles, Outer Wilds récemment, des choses comme ça. Et du coup, je pense que le fantasme de la boucle temporelle, que je partage aussi, c'est le fantasme de l'acte manqué, du raté de l'expérience que j'aurais pu, si j'avais pu faire autrement. Et là, on a toutes les possibilités. On peut faire l'arbre des possibles. Et donc, l'arbre des possibles, c'est génial. Mais en même temps, l'expérience, c'est ce qui nous rend plus riches. Et le raté aussi, c'est ce qui nous rend plus riches. Et du coup, c'est un peu la leçon souvent des trucs sur le voyage dans le boucle temporelle, c'est qu'à la fin, finalement, on aurait mieux appris en ratant qu'en réussissant au bout de 30 000 tentatives, parce que l'échec permet de réussir. Alors, voilà. Après, est-ce que c'est un truc parce qu'on va tous mourir et qu'on se dit c'est la seule façon de vivre avec, c'est de dire l'expérience fait partie de la vie, il faut rater quoi. Mais je pense qu'il y a un côté, pour moi, c'est un rapport intime à l'expérience, la boucle temporelle. Pierre ? Non, j'ai pas rien de plus à dire sur la boucle temporelle. La connaissance du temps nous implique aussi peut-être la connaissance de choses qui nous angoissent tous, c'est la connaissance de notre propre mort. Est-ce que justement cette notion-là n'est pas justement l'angoisse et la recherche toujours de vouloir contrôler le temps, c'est de vouloir contrôler sa propre mort? Voilà. Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'avais tout à l'heure en tête un film qui n'est pas proprement parlé, qui ne parle pas proprement parler du voyage dans le temps, mais je pense d'une certaine façon, il en parle, pour ceux qui l'ont vu, qui s'appelle Cloud Atlas. Comme j'aime beaucoup, que je crois qu'il a fait un sacré bide, mais un film que je trouve très très beau. Ah bon? D'accord, bon, voilà, tu me l'apprends. Et d'une certaine façon, en fait, je crois que le temps et le voyage dans le temps est sous-entendu dans ce film, parce que finalement, c'est un peu une espèce de parabole de la réincarnation. Il a choisi, bien sûr, les mêmes acteurs pour jouer des scènes de différentes époques, qui incarnent parfois des bons, parfois des gentils ou des mauvais, parfois des hommes, parfois des femmes, mais on sent bien que le temps, il y a des ricochets et que un geste, un battement d'aile de papillon à telle époque va avoir des conséquences tout au long du futur proche ou lointain, je crois qu'il y a au moins 5-6 époques qui sont traitées dans le film. Et à un moment donné, il y a ce personnage qui meurt et qui dit, pour moi, la vie, la mort, c'est comme ouvrir une porte et retrouver l'être cher. Et on voit ce personnage donc ouvrir la porte et retrouver son conjoint dans un passé. Donc là, quelque part, on peut se demander si finalement, suivant nos convictions spirituelles et justement par rapport à la mort, est-ce que la mort n'est pas une façon de voyager dans le temps? Est-ce que finalement l'esprit, d'une façon ou d'une autre, ne perdure pas, bien sûr, sans notre ego, sans nos souvenirs, mais est-ce que vraiment la mort est un retour au néant, quelque chose de définitif? Ou est-ce qu'il y a une forme de continuité de l'être qui, d'une certaine façon, nous offre inconsciemment cette capacité à voyager dans le temps? Ça, c'est une question ouverte aussi. Mais évidemment, la mort, c'est la grande peur. Donc c'est sûr qu'on va essayer d'y échapper par tous les moyens. Bien que moi, je pense que c'est ce qui définit l'humanité, c'est la mort, le fait d'être mortel. Si on s'éloigne de cet aspect-là de nous-mêmes, on risque de grosses déconvenues, à mon sens. Donc on va plutôt essayer d'apprivoiser la mort, de vivre avec la mort. Nous avons rejeté nos cimetières loin de nos villages, loin de nos centres-villages, ou dans les villes, on les voit plus. On ne voit plus la mort. Les films de Disney, il n'y a plus la mort, sauf la mort de la mère de Bambi. Mais sinon, c'est le seul exemple que je connaisse. On essaie d'éloigner ce spectre-là, et je pense que plus on essaie de l'éloigner, et plus il est présent. Donc je pense qu'il est urgent de reconquérir la mort, d'accepter la mort, d'apprivoiser la mort. Ça nous évitera quand même beaucoup de déboires, j'ai l'impression. Parce que la peur de la mort, ça nous conditionne sur un tas de trucs, quoi. Si on ne fait pas ce qu'on a envie de faire dans la vie, c'est parce qu'on a peur de la mort. S'il y a un mec avec une mitraillette qui vient dans la pièce et dit « je te tue si tu ne fais pas ça », on va avoir tendance à s'exécuter parce qu'on a peur de la mort, tout simplement. Et je reconnais qu'il y a de quoi avoir peur. Moi-même, personnellement. Mais voilà, c'est une réflexion que je me suis faite, effectivement. Soit on pense à la réincarnation dont tu parlais, parce que Cloud Atlas, pour moi, c'est clairement une métaphore de la réincarnation. Mais c'est une croyance, ce n'est pas une vérité. On ne sait rien de la mort, finalement. Jamais personne n'est revenu, à part Lazare, mais je ne le connais pas personnellement, n'est revenu de la mort pour dire voilà ce qui s'est passé après. Il y a ces histoires
MDI ou EMI ou MDE, ouais, c'est ça, de mort imminente. Mais tout ça, c'est des témoignages extrêmement subjectifs. On ne sait rien de la mort, donc il y a un acte de confiance énorme à faire dans le fait de mourir. Qu'on ait une continuité ou pas, je pense qu'il faut vraiment, c'est urgent, je pense qu'on s'en éloigne un peu trop de la mort, il faut vraiment la réintégrer dans notre monde. Je pense que cette histoire de vouloir éviter la mort, c'est un moteur narratif qui est vraiment très puissant. On parlait tout à l'heure de prophéties qui s'autoréalisaient. Là, on sort un peu de la science-fiction. Pour moi, c'est vraiment un ressort narratif très répandu. C'est le roi dont on a prédit qu'il serait tué par cet enfant et il se débarrasse de l'enfant. Et évidemment, c'est comme ça que ça arrive. Enfin bref, c'est toujours comme ça. Et effectivement, c'est pas étonnant que ce soit aussi un motif très très courant dans les histoires de voyage dans le temps. Parce que, il y en a des très très connus qui commencent par un narrateur qui se souvient enfant avoir vu un homme mourir. Et du coup, je dis pas quel film pour pas spoiler, mais c'est un peu ça. Pour le coup, c'est quand même assez fréquent le côté, le twist final, c'est que mais la personne qu'on essayait de sauver, en fait, dès le début, elle était morte ou quelque chose comme ça, ou l'inverse. Et c'était évident qu'effectivement, ça pouvait être utilisé dans le voyage dans le temps, d'autant plus parce qu'on a la possibilité d'avoir un niveau supérieur d'émerveillement, de twist en fait. Ce dont tu parlais au début, quoi. Ouais, alors je souscris à tout ce qui était dit jusqu'à présent. Ce qui je trouve intéressant aussi, c'est que oui, sur ce rapport à la mort et au temps, c'est qu'on le retrouve aujourd'hui dans des discours, alors de gens qui aiment l'imaginaire. En plus, en général, c'est les geeks de la Silicon Valley qui font le transhumanisme et qui veulent se congeler, ou les fameux trucs sur Walt Disney qui seraient faits mis dans un truc. Il y a des vrais trucs cryogéniques qui existent, hein, et donc il y a un côté, alors je vais utiliser un terme très réseaux sociaux moderne, mais FOMO, quoi. C'est-à-dire un côté, la peur de manquer le futur. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on veut voyager dans le temps et que la modernité a créé le voyage dans le temps vers le futur d'abord. Je pense qu'une grande peur dans la peur de mourir de l'humain, c'est le peur de manquer ce qui va se passer. C'est un peu, je suis pas invité à la fête, quoi. Il y a une soirée et on m'a dit non, toi tu restes chez toi. Le cimetière c'est sympa, il y a des fleurs, mais quand même. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un côté un peu, voilà, et cette quête du coup de refus de la mort fait des délires transhumanistes qui s'injectent du sang de jeunes personnes ou qui cherchent des puces pour tout le délire un peu cyberpunk transhumaniste qui vraiment les à ça en fait, c'est qu'ils veulent voir le futur, ces gens-là. Et on retrouve même dans la série Futurama, le prémisse est là-dessus. C'est le mec qui s'endort, il se réveille 1000 ans plus tard. Idiocratie aussi, d'ailleurs, on en a parlé ce matin. Mais c'est cette idée-là de je veux pas rater le futur, quoi. Mais en même temps, si je le rate Hibernatus, voilà, venons aux vraies valeurs françaises. Et finalement, en fait, en général, on est déçu du futur. Donc, c'est-à-dire qu'on attend, on s'endort pendant 1000 ans en disant ce sera mieux après. Okay, mon cancer sera guéri, ma maladie, on pourra même refaire mon corps à partir de mon cerveau. Et on se réveille, le futur est décevant. Donc, la fiction dit ça en tout cas. Après, est-ce que la réalité sera comme ça ? Probablement. Mais le futur dit ça. Donc, finalement, je pense qu'il y a aussi une peur de rater la suite. Et moi, à titre personnel, j'aimerais bien voir la fin de l'univers, comme dans H2G2, à la fin, dans un restaurant. Ce serait sympa. Mais moi, je vais faire une confession. Je ne sais pas si j'ai raison. Peut-être je devrais me taire, en fait. Mais je vais peut-être vous surprendre. Mais je pense que j'ai passé la moitié de ma vie, effectivement, comme tout un chacun, avec une angoisse passablement épaisse de la mort, sans même en avoir conscience d'ailleurs. Mais en fait, ça a beaucoup changé, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, il y a quelques années, qui ont fait que j'ai commencé à écrire d'ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, je vous avouerai que si on me proposait d'être immortel, en tant que ce que je suis, je ne signe pas. Et qu'en fait, j'ai plutôt l'angoisse inverse maintenant. En fait, j'ai plutôt l'angoisse d'un temps qui ralentit jusqu'à se congeler et que ça n'est pas de fait. En fait, je suis plus angoissé par l'éternité que par l'idée de ma finitude aujourd'hui. Alors, je ne saurais pas l'analyser beaucoup plus que ça. C'est peut-être dû à mes idées métaphysiques un peu tordues. Mais j'ai beaucoup changé là-dessus et je ne peux que m'en étonner. Mais voilà, je souhaite mourir. Pas tout de suite, hein, mais pas tout de suite. Mais franchement, 80 piges, moi, ça me paraît bien. Ça me paraît. Je trouve que c'est. Je serais terriblement angoissé à l'idée qu'on me dise, maintenant, tu prends pour perpète. C'est le mythe de Faust, quoi. Dans le film La beauté du diable de René Clair avec Michel Simon et Gérard Philippe, le mec qui fait signer son sang et tout, on trouve jeunesse, immortalité, enfin tout ce qu'on veut. Et à un moment, non, je ne veux plus de mon truc. Je veux redevenir Michel Simon, vieux et pas beau et sans succès, quoi.
Oui, pour très Non, je pense que l'éternité, ça peut être une malédiction. Ouais, je pense aussi. Ça vient souvent dans les mythes d'ailleurs, les gens. C'est long, surtout Le héros vers la qui fin. bat la mort et qui ne peut plus mourir et qui ouais. Par contre, je pense que l'inverse aussi est angoissant. C'est-à-dire l'idée, on vous donne une montre, c'est beaucoup d'histoires de SF comme ça. On vous donne une montre, on vous dit voilà, c'est le jeudi en 2042 à 8h que vous allez mourir. Je pense que là, par contre, ça rend fou aussi, je pense. Ouais. Il y avait un manga japonais qui est génial, qui a eu d'ailleurs failli avoir le prix à Nantes, il l'a pas eu. Bien que je fus le président du jury, que je milite à fond pour cette BD, où c'est des gens qui sont embauchés par le gouvernement et qui vont annoncer à des gens qu'ils en ont pour 48 heures à vivre. Et voilà, vous avez 48 heures pour préparer vos affaires. Et on ne sait pas sur quels critères sont sélectionnés les gens. Et c'est évidemment, il y a un des employés qui va se révolter, essayer de savoir ce qui se passe exactement. Et du coup, on voit toute la réaction des gens qui sont prévenus et qui soit vont se battre, soit vont hurler, soit vont essayer de pacifier avec leur famille, enfin, etc. Ça, c'était passionnant comme... Mais à ce propos, il y a beaucoup de navets sur Netflix, mais l'autre jour, je suis tombé sur un film, je suis désolé, j'ai oublié le titre, qui n'était pas un grand film, mais je trouvais que le scénario était vraiment intéressant, l'idée très intéressante, où l'argent en circulation était devenu le temps, en fait. Time out, hein. J'étais sur ça, c'est machiavélique. Et donc les plus pauvres ont quelques minutes devant eux ou une journée devant eux. Ils doivent aller au turbin à tout prix. Et puis ils ont à peine, pour peu qu'ils aient raté la journée de travail, ils ont pas de quoi prendre le bus. Ils doivent courir. On peut se prêter du temps. Et puis bon, les plus riches ont des millions d'années sur eux, sur leurs poignets. J'ai trouvé ça assez impactant comme idée, quand même assez fort. Ouais. Finalement, la définition du temps, elle est là. Hein, c'est la mort, hein, je veux dire, parce qu'il y a une finitude à la vie. Et bon, parce que j'aime bien les efforts dans l'escalier aussi. On peut évidemment parler du film série Highlander qui permet et de parler de voyage dans le temps et d'immortalité, puisqu'on voit le personnage tout au long de sa vie. Ikigami, donc la BD. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oula, oui. Bon, bah, on va commencer par là. Alors, merci déjà aux auteurs de nous faire voyager dans le temps, parce que c'est vous, nos pilotes et nos... Voilà. Merci beaucoup. Ouais, des vrais héros. Non, sans déconner. Et c'est juste une petite question pratique, ça m'intéresse, parce que voilà. Vous utiliseriez quoi, excusez-moi, c'est la bière, comme source d'énergie, parce que ça doit demander une telle énergie. Vous faites des tours de passe-passe ou il y a vraiment une source d'énergie que vous pourriez me conseiller pour ma machine, parce que là, je suis en panne. Allez-y. J'aimerais bien pouvoir te répondre parce qu'il se trouve que pas dans ce roman, mais dans celui qui a précédé, qui est sorti l'année dernière, La Marche du Levant, il y a une histoire de temps. Lis le livre et tu verras à la fin. Mais voilà, je peux pas vraiment en parler Non, là, plus sans sinon, spoiler tout parce que là, pour l'occurrence, oui, ça consomme, oui. Ça consomme à un point qu'effectivement, ça pose un sérieux problème. Oui. La pensée, peut-être, c'est assez costaud. Chez Evangelisti d'ailleurs, dans les Emmerich, où Ouais. en fait, il invente une particule qui est la particule psychique de l'humain et qui marche avec la physique quantique et qui permet de voyager dans l'espace et dans le temps. Physique quantique est génial pour ça. On peut tout mettre sur le dos de la physique quantique. Voilà, c'est parfait. C'est quantique. Cherchez pas, c'est quantique. Chez Herbert aussi, les voyageurs guide de repli l'espace-temps par un processus psychique alors, ok. Psychique et psychotrope un peu aussi. C'est la force qu'on connaît le moins bien finalement. Le cerveau est certainement une force beaucoup supérieure à ce qu'on croit, et c'est celle qu'on maîtrise le moins. Mais la drogue, c'est de la merde. Faites pas ça. On a parlé de voyage dans le temps, on a parlé de la boucle temporelle, c'est-à-dire du voyage sur place, en quelque sorte. Mais et l'Uchronie dans tout ça. Est-ce que c'est celui qui n'a pas réussi à voyager dans le temps qui est obligé de se livrer à l'Uchronie, ou est-ce que l'Uchronie peut être
considère comme du voyage dans le temps. Oui. L'Uchronie, d'une certaine manière, c'est l'auteur qui a voyagé dans le temps et qui a réussi à tuer Hitler ou à changer un truc, en fait, et du coup, voilà, qui nous raconte ce qui est arrivé après. Alors comme, voilà, on peut pas voyager dans le multivers comme on veut, heureusement, on a le livre de l'auteur. Mais effectivement, oui, on y avait pensé un petit peu en discutant du sujet. L'Uchronie, c'est une forme de voyage dans le temps ou dans lequel on pourrait influencer le temps et changer quelque chose et s'amuser aussi, du coup, de l'évolution que connaît le monde, quoi, suite à ce changement. Est-ce que c'est pas le contraire, justement? Est-ce que c'est justement le fait de ne pas avoir pu voyager dans le temps qui conduit à ce qu'on fasse l'Uchronie, quoi? Parce qu'on peut rien changer, justement. Si on considère qu'on peut rien changer, la seule chose qui nous reste, c'est l'imaginaire et l'Uchronie. Voilà, Mais exactement. l'Uchronie, c'est un jeu. Donc si on change un élément de l'histoire, mais on le change de façon délibérée, en tant qu'auteur, Deus Ex Machina. On dit, voilà, ça s'est passé à cette époque-là, Vercingétorix qui a battu César, une vieille revanche. Et donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et c'est un jeu. C'est un jeu parce qu'on va reconstituer une histoire avec une évolution différente de l'histoire. Donc, je trouve que l'Uchronie, c'est vraiment le plaisir du jeu de création d'une nouvelle histoire, quoi. Mais Winnie nous demandait avec quelle source d'énergie on pouvait changer l'histoire, en fait. Enfin, on pouvait remonter dans le temps. Oui, c'est l'imagination, en fait. Et ça fonctionne justement avec l'Uchronie. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai aussi l'esprit d'escalier. Donc, je sais que tout le monde pense que H.G. Wells a fait le premier éditeur voyage dans le temps. Moi, je pense à Mark Twain qui a commencé un peu avant. Donc, oui. Avec le Yankee, où il imagine le Yankee à la cour du Connecticut. Le Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur. Voilà. À la cour du Connecticut. C'est juste. Il y a Barjavel qui a fait le voyage imprudent, mais c'est un peu plus tard. Un peu plus tard. Et puis même dans la légende arthurienne, en vrai, Merlin, il voyage dans le temps. Il peut se projeter, pour le coup, son esprit, il peut voyager dans le temps et avertir Arthur de péril à venir qui va quand même se prendre dans le mur parce que c'est la destinée. Et donc, en fait, je pense que dans tous les mythes, en vrai, notamment les mythes antiques, il y a beaucoup de. Antiques ou tout à la sortie de l'Antiquité, il y a des choses. Après, moi, je fais toujours attention quand on joue avec les mythes parce qu'il y a quand même une réinterprétation moderne qui donne un sens différent et ça a vraiment pris un sens différent à partir du 19e siècle quand même. Mais oui, à Merlin, il voyage dans le temps tout le temps dans l'histoire d'Arthur, si vous lisez ça. L'idée de prophète, de prophétie, c'est celui qui prévoit ce qui va advenir, oui. Oui, du coup, c'est ça. Est-ce que la prophétie qu'on utilise régulièrement dans l'imaginaire, ça dans la fantasy en tout cas, est-ce que du coup, c'est une sorte de voyage, de voyage entre guillemets à travers le temps? Ou de vouloir échapper à son destin et effectivement s'écraser inexorablement contre l'impossibilité, quoi. C'est sur les prophéties autoréalisatrices à nouveau. On peut se demander si le rêve aussi, les rêves qu'on fait la nuit, sont pas une capacité qu'a notre inconscient à anticiper, à prévoir le ou les futurs et pour nous en avertir ou pour nous, si c'est pas une forme de projection de l'esprit dans le futur, dans une certaine mesure. Après, dans la prophétie, dans la fantaisie, en tout cas, il y a une dimension psychologique qui est de nous rassurer en disant vous êtes tous les héros de votre propre vie, enfin quelque part. C'est de dire vous partez petit et faible et c'est possible. Voilà, c'est capital. Voilà. Quelque part, et c'est pour ça qu'on peut critiquer une partie de la fantaisie classique pour ses aspects un peu réactionnaires parfois. D'un côté, ça va justifier le roi est toujours un roi et la descendance est toujours de sang royal et voilà, donc ça justifie une sorte de reproduction sociale des inégalités. Mais le petit, voilà, le Frodon, on peut y arriver, etc. Et donc c'est aussi ce qui est conte et folklore, dans le sens où on apprenait aux enfants, et ben, si tu traverses les épreuves, tu peux y arriver. Et en plus, il y a une prophétie qui dit que tu vas y arriver, donc en plus, ça rassure, ça t'enlève la pression de tu vas rater. Et donc, qui est hyper agréable, parce qu'on n'a pas dans la vraie vie, malheureusement. Et mon esprit d'escalier encore. Moi, j'aime bien les esprits d'escalier. Il y a un roman de Max Perr qui est sorti un peu voilà, c'est Le Chant des Streets en 2 parties. Et où là, en fait, c'est un côté fantastique, puisque les Banshees se repointent et annoncent à chacun la date de notre mort. Et quoi qu'on fasse, alors on n'a pas dit dans quel état on est, hein, mais la date de notre mort. Et du coup, ça influe, c'est-à-dire que les gens vont créer eux-mêmes leur propre destinée en voulant en empêcher. Et j'ai pas vu la saison 3 de Westworld, on ne divulgage pas. Oui. En parlant de série, il y a Outlander qui vient de sortir, alors on aime pas, peu importe. Mais je trouve que le retour dans le passé est assez bien fait parce que elle n'essaie pas d'à tout prix imposer sa vision
qu'elle connaît, c'est assez subtil pour que ça soit pas tout changé. Alors forcément, il y a un peu de chambardement sûrement, mais je sais pas ce que tu en penses, toi qui connais bien les séries, si David, si tu aimes pas. Moi, je trouve que alors, Outlander, j'ai vu les premières saisons, j'ai pas vu la dernière, mais je pense que. Tu peux t'en passer. Ouais, c'est bien ce que j'ai compris. Oui, c'est ça, exactement. Après, j'ai l'impression que, pour moi, c'est un peu comme vous savez, les comédies françaises, on prend une idée fantastique, j'en parlais tout à l'heure dans la première conférence. Vous savez, c'est un peu comme Didier, on décide que c'est un chien d'un coup l'humain. Bon, on prend un prémisse. J'ai l'impression que dans Outlander, c'est un prémisse fantastique, mais en fait, pour qu'on voit vraiment son aventure dans le passé. Il y a pas, pour moi, c'était pas de la science-fiction au sens world building, voilà. Justement, c'est très subtil, c'est comment on dit, peut-être matinée de quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que ça peut être. Ils insistent pas dessus. Il y a des gens qui n'aiment pas trop justement la science-fiction. Mais finalement, c'est le Yankee, la cour du roi Arthur. D'entrer dans ces littératures-là ou ces séries-là, parce que justement, le but, c'est voilà, c'est cette grande histoire d'amour, l'histoire. C'est ça. C'est vraiment. C'est ça. Mais c'est assez bien fait ces retours, parce qu'en fait, il y a quand même passé, présent, etc. Il y a un aller-retour, et je trouve que pour une fois, c'est pas mal fait. Bah, c'est toujours l'idée aussi qu'est-ce qu'on ferait, nous, avec nos connaissances modernes, en se moquant des passés. On se retrouve dans un milieu médiéval ou post-médiéval, eh ben, on ne réinventerait pas l'iPhone tout de suite. Hein. Et en fait, par exemple, elle est doctoresse et elle va réinventer certains médicaments. Elle n'impose pas, elle ne peut pas dire je fais mon truc dans mon coin. Elle montre à tout le monde qu'il faut faire ceci. Regardez la série coréenne, Live Up to Your Name, mais c'est exactement la même chose. Mais je trouve qu'effectivement les séries ça s'y prête bien en fait, des histoires de voyage dans le temps parce que du coup chaque épisode on peut explorer une époque différente, ça peut s'y permettre, oui ça peut faire une approche pédagogique aussi, enfin Doctor Who à la base c'était plus une série pédagogique où justement on allait visiter les grands épisodes de l'histoire comme ça. Il y a une série espagnole aussi récente qui s'appelle Le Ministère du Temps, El Ministerio del Tiempo. Où il y a un ministère en Espagne qui est chargé de s'assurer qu'on ne fout pas le bordel dans le temps. Ils ont une espèce de grand puits, ils descendent, ils ont des portes. Ils ont des portes, ils entrent à différentes époques. Alors quand on ne connaît pas trop l'histoire d'Espagne, je conseille parce qu'on apprend plein de trucs et la série est assez bien fichue. Mais effectivement, c'est quand même aussi un prétexte à l'exploration de l'histoire et aux épisodes plus ou moins glorieux qu'il peut y avoir du pays. Mais effectivement, ça se prête vraiment bien au format série parce qu'on peut avoir un personnage récurrent et le faire voyager d'époque en époque. Et d'avoir ce côté hyper satisfaisant d'avoir des caméos de personnages connus, voir des événements historiques. Voilà, il y a ce côté divertissant qu'il ne faut pas non plus négliger. C'est quand même assez chouette d'avoir cette possibilité. Il y a une série aussi de l'univers d'ici en série, je sais pas, Flash, Arrow, ah tout oui, ça. Voilà. Et là, c'est vraiment c'est du grand n'importe quoi. Oui, mais après, c'est l'esprit J'aime comics, beaucoup, mais c'est du grand n'importe quoi. Puis ce qui est fascinant, mais on est tous comme. Il y a beaucoup d'histoires de voyage dans le temps où, comme par hasard, on va croiser Einstein et comme par hasard, on va croiser Tolkien. Les célébrités de l'ancien temps viennent qui même parfois des gens qui étaient très influents à leur époque, mais comme on ne connaît pas aujourd'hui, eh ben, on ne va pas les rencontrer, mais on va croiser toujours ces gens-là. Après en série, pour terminer, moi je défendrai Lost jusqu'à ma mort. Donc, voilà. Et de la fin aussi. Oui, rupture dans le réel. Oui. C'est ça, oui, il y a tout un peu comme le long du fleuve, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, en fait, ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs façons de voir la chose. Soit on peut la voir comme une façon d'offrir du divertissement, de montrer de façon pédagogique ou divertissante des épisodes de l'histoire, ou alors d'en faire un artifice narratif où pour le coup on lutte contre le temps parce qu'on ne peut pas le changer ou des choses comme ça, quoi. Mais après, toutes les deux visions sont, déjà peuvent être panachées à volonté, et les deux visions sont tout aussi correctes, quoi. C'est à l'auteur en fait de décider aussi ce qu'il veut faire de cet outil-là, quoi. Et on a le bon exemple avec Ripley et Un jour sans fin. Le jour sans fin tape plus sur l'effet comique, de répétition, et tout ça, c'est plus de la comédie. Et Ripley, c'est quand même beaucoup plus une réflexion philosophique sur la vie, quoi. Donc voilà, mais les deux sont estimables. Hein. Je veux dire, moi, Un jour sans fin, c'était un plaisir de le regarder.
Mais évidemment, dans Ripley, on a une profondeur de réflexion qui est beaucoup plus intéressante. Enfin, mon goût. Après, il y en a vraiment qui ont fait des tentatives, que ce soit en littérature, en film, en série, d'aller au plus loin à l'os du voyage dans le temps. Je pense à un film qui s'appelle Primer, par exemple, qui est inregardable, vraiment. Enfin, qui est génial, mais on le regarde la première fois, on ne comprend pas. On regarde 5 fois, on ne comprend pas. Il faut aller voir sur Internet. Par contre, ils ont conçu un voyage dans le temps extrêmement cohérent. Mais le film, narrativement, n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, les personnages sont pas intéressants. L'histoire n'est pas très intéressante. L'histoire d'un peu de bourse, d'ailleurs, de gens qui veulent prévoir la bourse. Et voilà. Sauf que le film est extrêmement cohérent et on peut pas le comprendre parce qu'au troisième plan d'une scène, en fait, c'est déjà un personnage qui a déjà voyagé, la première scène du film, c'est déjà un personnage qui a voyagé dans le temps, mais dans une demi-heure de film, et qui est déjà en train d'écouter un truc à la radio qui est en fait une écoute de lui-même qui lui a envoyé un message du passé. Mais il faut vraiment voir des schémas, on peut pas comprendre. Par contre, et c'est là qu'on voit la limite, c'est-à-dire qu'on se dit on fait un truc hyper cohérent, ben en fait on ne divertit plus le spectateur parce qu'en fait il n'y a plus de psychologie de personnage, il n'y a que la mécanique pure du voyage dans le temps qui est hyper bien faite. Par contre, alors c'est brillant. Le film là, on s'attache pas au personnage. Quand il y en a qui meurent ou pas, on s'en fout. Mais c'est de la mécanique, en fait, c'est de l'horlogerie du voyage dans le temps. Et finalement, ça perd un peu de sa substance, mais c'est marrant comme exercice de style, quoi. On n'a pas du tout parlé d'une évocation du voyage dans le temps qui est dans Stanley Kubrick, dans 2001 aussi de l'espace, qui est complètement mystérieuse et incompréhensible. Je pense que personne peut expliquer vraiment ce que Kubrick nous propose ici à la fin du film, mais on comprend qu'il rencontre un bébé, il rencontre un vieillard, on comprend qu'il y a quelque chose qui a rapport au temps. Mais on reste dans le profond mystère. Là, il n'y a pas du tout de tentative d'explication. Il nous plonge dans le mystère du temps et c'est quand même assez beau et c'est intéressant quand même. Et ça nous a tous laissé, je pense, assez pantois. On est très vite rassuré parce qu'on demande à son voisin, il n'a rien compris non plus, donc ça va. Il y a le contre-exemple absolu au niveau du film. Au niveau des films, il y a le contre-exemple absolu, c'est les marteaux. C'est le contre-exemple absolu parce que là, le temps, c'est plutôt criminel, parce qu'en fait, le type, sans spoiler, le type en fait doit absolument reconstituer ce qui s'est passé. On ne sait pas à quel niveau c'est, et lui, il oublie tout ce qu'il vient de faire. Donc il est obligé d'écrire, de prendre des photos et d'écrire en fait. D'écrire ce qu'il doit faire en fonction de ce qu'il aurait vécu, ou ce qu'il a vécu, mais dont il se souvient. Et il peut se mentir en plus. Ouais. Et il peut se mentir. C'est brillant, c'est brillant. Quand vous parliez de ce film-là, ça me fait penser exactement à l'inverse, parce que c'est exactement le même état d'esprit. Mais par contre, oui, sur la dimension mystique, métaphysique, c'est vrai que la SF un peu hard a tendance à vouloir absolument justifier son voyage dans le temps et donner un sens. Et c'est vrai qu'il faut peut-être aussi lâcher prise de ça et se dire. Dans Hyperion aussi de Dan Simmons, il y a des vagues de temps et puis on les prend comme ça. Et puis il y a un bébé qui régresse. Enfin, il y a une femme adulte qui régresse, qui devient bébé. C'est le drame pour son père. Les tombeaux du temps avec le Grinch. Et finalement, on ne cherche pas à comprendre. On prend des vagues de temps dans la gueule et le bouquin est incroyable, quoi. Et peut-être parfois il faut lâcher prise aussi là. Mais après, c'est notre côté geek, ingénieur, comme tu disais, qui veulent avoir la mécanique derrière tout ça. Et parfois, il faut juste se dire c'est pas grave. C'est la narration. Ouais. Alors à la limite, c'est plus une réflexion qu'une question, mais on a vachement discuté de quelque chose qui tourne autour de la destinée, la prophétie et tout. On en a parlé un peu de la mort. Et du coup, je me disais, tiens, est-ce que du coup, la volonté de voyager dans le temps, éventuellement d'écrire des histoires et tout, est-ce que, enfin moi, ça me fait un peu penser à un truc sur la destinée, sur le déterminisme, sur est-ce que tout est écrit, donc la destinée, ou le libre arbitre. Est-ce que c'est vouloir voyager dans le temps, est-ce que c'est pas chercher une volonté de nous-mêmes au fond qui veut croire à son libre arbitre, enfin voilà. Est-ce que voilà. Moi, ça m'a fait penser à ça. Je ne sais pas si vous avez envie de... Quand je me retourne sur ma vie, je me dis combien de fois j'ai pris des décisions concernant ma vie. Vraiment des décisions, c'est-à-dire je vais dans cette direction, très peu. Je me suis rendu compte que j'ai très peu de moments où j'ai vraiment pris des décisions. C'est plutôt la vie qui m'a imposé ces méandres. Comment je suis devenu écrivain, c'est tout un concours de circonstances qui a fait que je suis devenu écrivain, mais je n'avais pas la volonté au départ petit de me dire je serai un écrivain quoi qu'il arrive. Donc c'est venu avec des circonstances. Donc j'ai tendance à dire qu'effectivement il y a, je ne sais pas si la vie est complètement écrite, mais il y a une forme de destination, de destinée, pas de destination. Ça c'est les avions ça. Une forme de destinée.
Et je me demande si d'ailleurs vouloir s'écarter de cette destinée d'une façon ou d'une autre, c'est pas ce qu'on en a à souffrir énormément. Enfin, j'en sais rien là-dessus. Je me pose des questions sur voilà, qu'est-ce que la destinée, que doit-on accomplir pour la destinée, ou doit-on laisser faire, ou voilà, tout ça, je ne sais pas. Mais par exemple, je vais vous dire comment je suis arrivé à la Talente. C'est un jour, j'ai été pris en stop par Patrick Coutan en 1973. Et il avait des instruments de musique dans sa voiture. Il dit, tu es musicien? Oui, oui. Il avait une 4L, donc on voyait le coffre. Et il y avait un banjo. Je dis, j'adore les banjos, j'adore le son, j'aimerais bien apprendre. Il me dit, tu viens chez moi si tu veux. Et je vais chez lui, la semaine d'après, je sonne, et on commence les cours de banjo. Et on se perd de vue pendant 13 ans. Et je suis à ce moment-là à Paris, et je descends aux Champs-Élysées. Je travaille aux Champs-Élysées, et je descends au Virgin Megastore. Et je vois le bouquin de Card. Card, c'était les chroniques d'Alvin. Et je vois le truc de Patrick, le nom de Patrick Couton, traducteur de Card. J'adore Orson Scott Card. Donc j'ai pris le livre, j'ai appelé Patrick, je dis t'es devenu traducteur et tout. Puis après le mec qui a un manuscrit chez lui et qui veut absolument le fourguer. Je dis tu sais, j'ai écrit un bouquin, est-ce que tu crois que La Talente... Oui, donc Card était publié à La Talente. Est-ce que tu crois que La Talente accepterait de lire mon manuscrit? Il me dit vas-y, on verra bien. Donc j'ai envoyé le manuscrit et c'est comme ça que j'étais pris à La Talente. Donc qu'est-ce que j'ai décidé là-dedans? Pas grand-chose, quoi. Oui, faire du stop, ouais. Hijacking. C'est l'époque où on pouvait. Voilà, et on en parle souvent de cette histoire parce que c'est un peu ce qui a lancé ma vie, quoi, parce que 3 semaines après, je reçois un coup de fil de Pierre Michaud qui me dit je vais vous publier. Ouais. Du coup, ouais, mais ça c'est je vais faire l'avocat du diable. C'est une approche laplacienne finalement, on pourrait dire. Laplace, c'est un philosophe qui disait vous me dites la position de toutes les molécules de l'univers, du coup je peux vous prévoir tout l'univers, ce qui va découler, quoi. Mais du coup c'est aussi une approche avec un espèce de biais du vainqueur aussi. C'est-à-dire que vous avez réussi à toi tu as réussi à être publié, puis il y a tous les gens qui ont fait du stop. Mais tous les gens n'ont pas été pris par Patrick Couton. Voilà, non mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on peut citer l'exemple parce qu'on est ici aux Intergalactiques, que tu es invité, qu'on est invité. Et après, donc, il y a une forme de déterminisme, bien sûr, qui est là. Mais la version Laplace, justement, la physique quantique dit qu'il y a une part de chaos dans la physique quantique, dans la mousse quantique, qui fait qu'il y a quand même une incertitude fondamentale dans l'univers. Et en même temps les déterminer. Donc je pense qu'on ne tranchera pas le débat aujourd'hui. Non, mais juste par rapport au boulot d'écrivain, combien d'étapes on maîtrise? À part le fait d'aller au bout de son projet, il y a aucune. Le fait qu'on soit doué avec la langue pour raconter des histoires, ça ne nous appartient pas vraiment. Le fait d'avoir envie de raconter tel type d'histoire, non, moi je trouve que ça ne m'appartient pas. C'est la discussion entre le scripturant et... Après, aller jusqu'au bout de l'histoire, ça m'appartient. Être choisi par l'éditeur, ça ne m'appartient plus. Être lu par les lecteurs, ça ne m'appartient pas non plus. Sur 5 étapes, il y en a 4 qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est assez énorme. D'ailleurs, il n'y a pas d'école pour devenir écrivain. De toute façon, ce mélange de laisser aller et de volonté, il faut qu'on fasse preuve des deux en tout. Je veux dire, pas seulement dans l'acte d'écrire, mais c'est quand même l'équilibre qu'on trouve chacun, tous, dans nos vies. Et on est un peu comme ces jeux où on met la bille en haut, et elle passe d'un clou à l'autre, et en fait, on se retrouve dans un débranchage du maillage dont tu parlais au début, en fait. Finalement, c'est ça aussi. On peut toujours se dire, peut-être qu'on était... Peut-être, ouais, voilà. Mais est-ce que c'est une prédestination? Est-ce qu'on sait au moment de lancer la bille qu'on va être là ou là au final? On n'en sait absolument rien. Mais dans tous les cas, il existe peut-être aussi un autre jeu où la bille, elle atterrit à un autre endroit, quoi. Et alors, je suis désolé de vous couper, mais le temps étant ce qu'il est. Voilà. Il est donc 18h13. Je pense qu'on va rendre la salle. Là, voilà. Merci beaucoup.